C'est bon, il n'y a pas besoin de rapprocher, ok. Non mais les camarades, les amis, les collègues, d'abord extrêmement fiers d'être entourés comme on l'est aujourd'hui dans cette salle. Parce qu'il y a heureusement beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, mais aussi beaucoup de personnes avec lesquelles on a manifesté. Et je pense que c'est quand même à l'image du monde qu'on a envie de construire, des rapports sociaux et humains qu'on a envie de construire, l'image un peu de cette salle en fait. Et des combats qu'on livre en commun. Le capitalisme, c'est la guerre, les camarades. Le capitalisme, c'est la guerre. On a parlé, on a fait le choix de parler de la Palestine, mais on ne peut pas rester muet et se taire sur ce que fait notre propre bourgeoisie, les capitalistes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire en Kanaki. Ils sont en train de coloniser, enfin, ils rendent difficile quelque chose de simple. La France n'a rien à faire en Kanaki. Je veux dire, il n'y a pas besoin de discuter pendant des heures à l'Assemblée nationale sur la réforme constitutionnelle, est-elle légitime ou non. Ces gens sont des magouilleurs, des arnaqueurs, et ils le font pour des intérêts qui sont des intérêts capitalistes. La Kanaki, c'est en fait aujourd'hui 20% des réserves mondiales, 20% des réserves mondiales de nickel. La part maritime là, que représente en fait la Kanaki, c'est 14% en fait du territoire maritime français. Nouméa, c'est le premier port d'outre-mer dit français. Et il y a évidemment une belle base militaire sur place dans la zone et qui sert de zone géostratégique vis-à-vis de la Chine. Nous, aujourd'hui, la seule chose qu'on a à dire, c'est que la Kanaki a le droit à choisir de son avenir, son indépendance, et que, en vérité, ce que veulent faire aujourd'hui les capitalistes français, c'est assez simple, c'est d'empêcher cette possibilité, en s'appuyant quand même sur le fait que le référendum qui s'était déroulé en plein Covid aurait une quelconque légitimité. Donc oui, le capitalisme, c'est la guerre, les camarades, les amis, les collègues. Et si on veut la paix, il va falloir préparer la révolution. Si on veut la paix, il va falloir préparer la révolution. La Palestine, ça a été dit par différents camarades ici. La responsabilité, vous voyez les trois têtes là derrière, Biden, Macron et Netanyahou. Je vais me concentrer sur celle qui est le plus proche de nous, pas dans nos cœurs, hein, mais géographiquement, à savoir Macron, qui porte une responsabilité énorme dans le massacre qui est en train d'être mis en place. Mais quand on dit responsabilité énorme, quand on scande dans les manifestations que Macron est complice des massacres, complice d'un génocide, ça a été repris ici. On a raison en fait de ne pas dire que c'est une guerre. Si on dit génocide, c'est pas juste pour montrer qu'on aurait un attachement plus proche à la cause palestinienne ou qu'on serait plus radical. C'est parce qu'en fait, lorsqu'une armée, une telle disproportion, vise prioritairement comme cible des écoles, des lieux liés aux hôpitaux, à la santé, tous les points d'eau, tu es en train de véritablement vouloir éradiquer une population. Et donc vous m'entendez ? Oui. Ouais. Et donc, par rapport à ça, les camarades, les collègues et les amis, on a raison d'utiliser le terme de génocide, parce que c'est de cette gravité-là. Et donc, lorsqu'on parle de complicité de la France, parce qu'on dit ils font rien, mais si, ils livrent en plus des armes à l'État d'Israël, à cet État criminel. Cette complicité aujourd'hui de ce gouvernement, des organisations, lorsqu'on dit être du bon côté de l'histoire, mais en fait, ils portent, quand on dit qu'ils ont les mains remplies de sang, ils portent la complicité d'un génocide et ils y ont participé, y compris militairement. La bourgeoisie, les capitalistes français, y ont y compris participé militairement. Et c'est pour ça que c'est un véritable scandale, en fait, de voir ce qui est fait à la jeunesse, à tous ceux et toutes celles qui veulent, en fait, se mobiliser. L'historique a été donné. En fait, la machine idéologique pour essayer de nous faire peur, nous empêcher de nous mobiliser, elle a été assez simple, c'est de dire en fait que soutenir le peuple palestinien, ça voulait dire être antisémite. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Ce qui est antisémite, c'est de penser qu'aujourd'hui les juifs seraient derrière cet État criminel. Et on le voit partout dans le monde, eh bien, ils se regroupent, ils s'organisent, y compris dans le cœur de la bête, là où l'impérialisme est dominant, aux États-Unis, avec
les Juifs pour la paix, et on a vu ces occupations du Capitole et autres. Nous ne voulons pas faire de ce conflit un conflit qui soit un conflit de religion, de nationalité. C'est un conflit colonial, et si l'État d'Israël est soutenu comme il est soutenu, c'est parce qu'il sert les intérêts des capitalistes dans la région. Et d'ailleurs, c'est pour cette même raison que les principaux pays arabes de la région ne font rien. C'est pour cette même région qu'ils ne font strictement rien. Et aujourd'hui, la pression qui est exercée, nous ne pouvons pas banaliser l'intervention de la police, l'intervention de groupes de sécurité à l'intérieur des universités. C'est devenu banal. C'est-à-dire, on est à Sciences Po, on est à l'université, et aujourd'hui, parce qu'on occupe, ça serait logique, légitime de faire entrer des hommes, des femmes en armes, casqués, cagoulés, à l'intérieur des universités pour les vider. Mais il est normal, je veux dire, le point de départ de 68, ça a été justement cette répression vis-à-vis de la jeunesse. Immédiatement, l'ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives ont appelé aux grèves, ont appelé aux généralisations de leurs grèves. Je veux dire, l'attaque, le niveau de répression qui est mis en place est énorme. Luigi, qui est dans la salle ici, mais comme 87 autres qui ont été interpellés et qui occupaient. Je veux dire, on lui reproche sans la moindre preuve. Des journalistes indépendants qui étaient à l'intérieur de la Sorbonne ont pu filmer. On a essayé de lui dire que, en fait, il avait frappé un vigile. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que foutaient ces vigiles du rectorat à l'intérieur des universités? Qu'est-ce que foutaient ces flics à l'intérieur de l'université? Ils disent qu'ils se barricadaient. Mais pourquoi les étudiants sont obligés de se barricader dans leur lieu d'études? Là, un lieu qui est soi-disant un lieu dans lequel tu te formes ton esprit critique, dans lequel tu formes soi-disant le citoyen, celui et celle qui doit avoir la possibilité de pouvoir critiquer le monde dans lequel il vit. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait des forces de répression de l'État qui interviennent dans les universités pour réprimer les étudiants. Et évidemment, on sera aux côtés de tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui agissent du côté des Palestiniens et des Palestiniennes. De la même manière, tu l'as dit, quand on s'attaque aux principaux groupes d'opposition, comme c'est le cas de la France Insoumise, ou au principal syndicat qui est aujourd'hui la CGT, en mettant des condamnations ou des convocations à la brigade anticriminalité, on voit là où ils veulent mettre en fait la barre. Mais face à ça, je veux dire, parce que on n'est pas voué en fait à juste subir. Hein. C'est-à-dire, il y a l'affiche là, on est des millions. Ils ont les milliards, mais on est des millions, c'est vrai. C'est-à-dire la nécessité de faire bloc, de faire unité sur cette question-là, elle est indispensable. Le fait de se poser la question véritablement, comme l'ont fait les soignants et soignantes pour Gaza dans les entreprises, de discuter autour de ces questions, de faire que nos collègues n'aient pas l'impression que c'est n'importe quoi ou qu'en fait ils seraient en train de commettre quasiment un crime d'apologie du terrorisme, le fait de défendre le peuple palestinien. On a raison de faire ça. La vérité des prix. Nous, on va expliquer pourquoi on se présente aux élections européennes, pourquoi on pense que c'est important, y compris de voter pour nous. Mais on est disponible pour l'ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives pour faire bloc ensemble. Ça aurait pas de la gueule, les élections là aux européennes, c'est le 9 juin, dimanche 9 juin. Ça aurait pas de la gueule qu'aujourd'hui, dès maintenant, l'ensemble des organisations syndicales, politiques, associatives se rencontrent ce week-end pour discuter de la mise en place d'un rapport de force. Samedi, on va être en manifestation, évidemment, auprès de toutes les organisations collectives qui appellent, et le NPA Jeunes Révolutionnaires y appellent. On y sera, et j'y reviendrai sur les éléments de division. Mais il y aurait besoin d'une réunion. Et dimanche, on sera à la fête de lutte ouvrière avec le camarade de lutte ouvrière dans lequel on anime par ailleurs un débat. Mais il y aurait besoin de faire que ces organisations elles se rencontrent et discuter. Il y a cette manifestation-là. Qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises? Matériel commun dans les boîtes, dans les universités, comme l'a fait le NPA Jeunes Révolutionnaires en convoquant immédiatement une réunion unitaire pour que toutes les organisations de jeunesse aient le même discours et un plan de bataille, de mobilisation. Est-ce que ça n'aurait pas de la gueule, juste avant les élections européennes, par exemple, de dire une grande montée nationale le samedi 8 juin, par exemple? Même si on se présente, et on a des raisons spécifiques qui font qu'on se présente de manière séparée, et y compris les syndicats pourraient dire, juste la veille du samedi 8 juin, le vendredi 7, il y a un appel à grève. Peut-être que ça sera minoritaire, mais dans un certain nombre d'entreprises,
prendre les choses au sérieux du rapport de force qui est en train d'être mis en place. Lorsqu'on utilise des mots, derrière, il faut donner le rapport de force. Si on parle de génocide en Palestine, si on parle de complicité de Macron, derrière, les organisations syndicales, politiques et associatives, les travailleurs, les travailleuses, la jeunesse, doivent mettre dans leur agenda militant, dans le temps qu'ils dédient à leur activité, ils doivent mettre ça au centre, la construction de ce rapport de force. Armel a raison de le dire. La question palestinienne, elle parle à tous les peuples, elle parle à tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Ils veulent en faire une question qui est une question ethnique, nationale, de religion. Il faut en faire une question de classe, de défense des populations, de défense de l'humanité qui sont en train d'assassiner. Nous sommes anticolonialistes, nous sommes anticapitalistes et nous sommes fiers de le dire. Et nous sommes internationalistes. Notre discours, on sait bien, pour en finir avec cette guerre que produit le capitalisme. On va faire ça chacun dans notre bled, dans nos villes, dans nos secteurs, dans nos frontières hexagonales. Voyez bien comment ils sont capables de tisser des liens au niveau international pour serrer les coudes, pour massacrer des peuples. Je veux dire, les frontières, elles n'existent pas lorsqu'il s'agit de leurs bénéfices et leurs capitaux. Là, il n'y a pas de visa besoin, pas de passeport, ça y va sans problème. La question de l'internationalisme pour des communistes comme nous est indispensable. Ceux et celles qui font donner ou qui bercent d'illusions les peuples, les travailleurs et les travailleuses en disant qu'il y a des solutions qui sont des solutions nationales, qu'on aurait en fait plus intérêt à être derrière notre patron bien français, le Bettencourt, l'autre BNP, l'autre Crédit Agricole. En réalité, ils sont en train de creuser les propres tombes pour l'ensemble de notre classe. Donc on le dit, oui, on est du côté de la Palestine, parce que nous sommes internationalistes. On est du côté de tous ceux et toutes celles qui sont réprimés. Mais on le dit aussi, prenons nos responsabilités. Vous le savez, on a, comme l'a dit Armel, à un moment donné, on a pris nos responsabilités lorsqu'il y avait un refus que des organisations puissent déposer des rassemblements. On l'a fait parce qu'on trouvait que c'était empiéter, en fait, sur la question de la liberté d'expression, la liberté démocratique, la possibilité d'apporter un soutien à un peuple qui était extrêmement grave. On l'a fait. Et on l'a fait avec d'autres, et on a rencontré d'autres. Les camarades d'Euro-Palestine notamment. Mardi dernier, on était nombreux et nombreuses à réagir à l'offensive de l'État criminel d'Israël, place de la République. Quelques jours après, Euro-Palestine a appelé à un rassemblement, à une manifestation pour le 18, en partant de Châtelet. Je vais mettre le doigt sur les éléments de division. Nous, on s'est dit, on ne va pas s'amuser à faire autre chose. Relayons cet appel. Dimanche, on apprend que le collectif national pour une paix juste et durable, qui regroupe en fait toutes les organisations dites de la gauche, appelle le même jour, mais à République. Et on voit un changement en moins de 24 heures du visuel d'Urgence Palestine qui passe de Châtelet à République. Soyons sérieux par rapport à ce que l'on vit. Soyons sérieux par rapport à la répression que l'on subit. Et soyons sérieux lorsque des collectifs appellent à des rassemblements, à y participer de manière claire, peu importe le point de départ. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est ce rapport de force, le caractère massif, et permettre qu'il s'élargisse à la jeunesse, au monde du travail, aux entreprises. Tout le monde a bien vu que la mobilisation de la jeunesse a permis de redonner un autre souffle à la mobilisation, de pouvoir reposer la question de sa massification, de cette mobilisation, de pouvoir rediscuter. Et on a vu aussi que, en fait, les mobilisations, elles se nourrissent, que ce qui se passait aux États-Unis avec les étudiants inspirait, comme le disait Coppelia, les étudiants dans l'État espagnol, en Allemagne et en France. Ça, c'est la force que nous représentons. Lorsqu'on dit qu'en fait, c'est possible de changer ce monde, les rapports de force, qu'ils ont en fait des pieds d'argile et que nous sommes des millions, c'est des choses que nous pouvons expérimenter. Et effectivement, on n'avait pas eu ces mobilisations à l'échelle internationale depuis en fait 2003 et l'intervention en Irak de la part de Bush et des États-Unis. On a cette réalité-là et c'est ça qu'il faut construire. Il n'y aura pas
on ne pourra pas lober cet obstacle-là, qui est celui de la construction du rapport de force. N'oublions pas les chiffres. Pareil, mais quel scandale de voir certains journalistes, là, à ergoter sur le nombre de morts. Est-ce que les chiffres viennent du Hamas? Est-ce que les chiffres... Enfin, je veux dire, c'est indécent. L'UNICEF, voilà, c'est quand même pas une instance révolutionnaire de premier ordre. L'UNICEF dénombre un enfant blessé et tué toutes les 10 minutes à Gaza. Un enfant blessé et tué toutes les 10 minutes à Gaza. On fait en ce moment beaucoup les marchés le dimanche. Et on discute avec des gens très divers. Mais j'ai envie de dire, viens pas me parler, évidemment qu'on défend le droit du peuple palestinien à son autodétermination. Tu peux être contre. C'est une connerie. On va t'expliquer. Et si tu es contre l'arrêt des massacres, l'arrêt du génocide, le fait que les bombardements cessent, c'est que tu es complice de ce massacre. Et il faut qu'on y aille tous véritablement, hein, mais à fond sur l'activité militante. Des marchés, des entreprises, dans nos familles, autour de nous. Parce que, évidemment, la propagande, elle a été énorme. Ce qui s'est passé là sur les lycéennes de Montrouge, mais c'est hallucinant. Et ils veulent faire peur. Donc il faut qu'on se donne les moyens. C'est très bien qu'il y ait ce comité de soutien qui existe à Gennevilliers. Il faut qu'on, y compris en sortant d'ici, on se donne un rendez-vous clair pour samedi prochain et qu'on puisse se retrouver ensemble et qu'on voit comment on tisse un peu notre toile. Ces millions-là, s'ils ne s'organisent pas, comme le disait Coppelia, en fait, on est un couteau sans lame. Si on ne s'organise pas, on est un couteau sans lame. 70% des victimes sont aujourd'hui des hommes, des femmes et des enfants à Gaza. 95% de la population est au bord de la famine. Bon. Ces chiffres-là, ils font froid dans le dos. Et évidemment que toutes les organisations qui aujourd'hui se permettent d'être en décalé, de ne pas véritablement y intervenir, ou pire, d'envoyer des armes, ont une complicité qui est évidemment abominable. Alors, on l'a dit, nous sommes disponibles pour l'unité la plus large. On a des amis d'ailleurs dans beaucoup d'organisations de la gauche dite institutionnelle. Pourquoi on parle de gauche dite institutionnelle? On essaie d'utiliser le terme le moins péjoratif et que personne ne se vexe, véritablement. On dit la gauche institutionnelle parce que, en fait, nous avons, au sein du mouvement ouvrier, une tradition qui est une tradition révolutionnaire, une tradition communiste, qui considère que le capitalisme, c'est quand même la base de tous nos problèmes. Le fait qu'aujourd'hui on soit dans une organisation sociale et économique qui est basée sur l'exploitation des hommes et des femmes les uns avec les autres, c'est un petit problème. Le fait qu'on ait une toute petite minorité qui soit capable d'avoir en fait toutes les richesses et s'approprie le travail de l'immense majorité des travailleurs et des travailleuses sur l'ensemble de la planète, ça on veut en finir. Et oui, notre problème, c'est pas l'individu qui a derrière le patron. Notre problème, c'est le patron. Notre problème, c'est le fonctionnement même du fait qu'on puisse exploiter la majorité de la population. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises, mais les chiffres, enfin je veux dire, c'est pas juste qui rendent fou. Tu regardes les chiffres, nous on est là à pas savoir comment tu finis à la fin du mois. Alors, en fonction à quel moment tu es payé, nous les postiers on est payé le 20 du mois, donc j'aime vous dire que quand le début du mois, tu es déjà bien à sec. Tu regardes Total Energy, c'est en profit 2023, 19,9 milliards de profit en 2023. Stellantis, le patron de Stellantis, qui est en train de faire fermer un sous-traitant, Emma France, c'est 280 familles qui sont en train d'envoyer dehors, mais qui ne font pas les victimes. Ça me rappelle les travailleurs et travailleuses de TU France qui disaient on n'est pas des victimes, qui sont en grève en fait depuis le 16 avril et qui se battent contre cette fermeture et qui ont montré aussi ce qu'était la force des travailleurs et des travailleuses. Ce slogan qu'on a utilisé pendant le mouvement des retraites, la force des travailleurs et des travailleuses, c'est la grève. Là, on voit bien. Ce sous-traitant, depuis le 16 avril, il a réussi à mettre à genoux 3 usines qu'il a un peu difficilement dans le Nord, retravaille, mais aux 2/3, avec en fait Stellantis qui est obligé, qui perd des millions et des millions par jour. Bon.
Mais un mec, un patron comme ça, vous le savez, Tavares, il se fait 100 000 euros par jour. Bon. Tu regardes LVMH, ses profits ils ont augmenté de 8% en 2023. Ils sont à 15,2 milliards d'euros. Les entreprises du CAC 40 ont dégagé 146,2 milliards d'euros de bénéfices cumulés en 2023. Et il y a, quand on dit la différence au sein du mouvement ouvrier, de ce qu'on appelle la gauche, on n'aime pas nous ce terme de gauche, on préfère le terme de révolutionnaire, de communiste, parce qu'il a été très quand même sali et malmené. Mais on nous disait souvent, il faut répartir le gâteau. Hein, vous savez, on a souvent ça avant les NAO, pour les augmentations de salaire dans les boîtes, la répartition du gâteau. Bon. Et tu as envie de dire, mais tu me fais bien rigoler quand même, la répartition du gâteau. Et donc, on est là à déterminer, tu as pas mal de syndicalistes qui sont là à déterminer quelle est la part du gâteau qu'on va avoir. Bon. Mais en fait, et donc ça se bat pour savoir si la part du gâteau est un peu plus grande et haute. Mais toujours le gâteau, en fait, celui qui a le couteau, etc., c'est le taulier, le patron. C'est-à-dire celui qui, en fait, a mis ni œuf, ni farine, ni beurre, ni chocolat, l'a pas battu, l'a pas mis dans le four, mais lui, il a la part la plus importante, et y compris, il décide combien il te donne. Bon. Bah, être communiste révolutionnaire, internationaliste, c'est dire un truc simple, en fait. Le gâteau, il nous appartient. C'est nous qui le faisons. C'est nous qui faisons ce gâteau. Donc il n'y a aucune raison qu'en fait, il le bouffe, et en plus, on dise merci pour la part que tu m'as donnée, bon prince. Bon, merci à toi. Et donc, évidemment, être anticapitaliste, sans en finir avec le pouvoir du patronat, je veux dire, c'est une blague. Bon. Et nous pensons qu'aujourd'hui, au Parlement européen, ça ferait une sacrée différence. Si tu avais des députés que vous rencontrez dans vos écoles, dans vos quartiers, dans vos grèves, dans vos manifestations, mais qui ne sont pas là à dire « je vais porter la parole », qui mènent les luttes et les bagarres au quotidien, et qui porteraient ce discours-là. Un discours évidemment internationaliste, un discours révolutionnaire, un discours qui est celui de dire « on veut en finir avec le patronat, on veut en finir avec l'exploitation, on veut en finir avec les guerres qui ne génèrent que misère et exploitation ». Dans ce cadre-là, on le redit, nous sommes disponibles pour tout avec l'ensemble des organisations. Mais il nous semble qu'il y a un enjeu essentiel. C'est que, vous savez, nous n'avons pas la prétention, sur les listes européennes, c'est 81 personnes. Ok ? Nous n'avons pas la prétention de faire la majorité des députés et des députées européennes et européens pour notre... on va dire, surface hexagonale. Par contre, on le dit clairement, aujourd'hui en France, il y a plusieurs obstacles. Le premier, il est financier. Parce que pour se présenter aux élections européennes, il faut payer pour toute la propagande que vous voyez là. Les professions de foi, les affiches. Et c'est pas donné. On est en train de parler minimum de 700 000 euros. Hein, pour pouvoir, ne serait-ce que passer la barrière de pouvoir se présenter aux élections lorsqu'on nous parle de démocratie. De la même manière, en fait, il y a une spécificité française, c'est laquelle? Elle est relativement simple. C'est que pour avoir un député, en fait, si tu prends sur 81, il suffirait de faire, salut à toi, il suffirait de faire juste 1,24 ou 20 et quelques %. Et donc ils se disent, il y a encore trop de risques qu'il y ait des députés révolutionnaires au Parlement. Et donc, qu'est-ce qui est proposé? Eh bien, c'est un truc simple, c'est un barrage aux 5%. Un barrage aux 5% pour pouvoir avoir un début de possibilité d'avoir des députés européens. Évidemment que là, on est en train de parler d'obstacles, qui est d'obstacles antidémocratiques. Mais 1%, là on est crédité entre 0,5 et 1% au niveau des sondages. Évidemment, ça ne va pas faire péter la baraque. Mais on est dans des organisations qui sont des organisations militantes que vous connaissez dans les quartiers, dans les universités, dans les entreprises, qui sont des organisations en fait de quelques centaines de militants et de militantes. 1%, c'est aujourd'hui, si tu prends le taux de participation de 2019, 240 000 personnes. Bon, on voit bien la différence entre ce qu'est un parti de la gauche institutionnelle qui vise en fait à faire une majorité de gouvernement et des organisations dont leur objectif
et de construire un rapport de force dans les entreprises, dans les lieux d'études, dans les quartiers, partout. Bon. Évidemment qu'il y a pour nous un enjeu essentiel à la question de l'organisation, qu'il y a un enjeu essentiel au fait que dans le cadre de ces élections, on prenne confiance. Comme le disait tout à l'heure Coppelia sur la question de la Palestine, pourquoi voter toujours pour le moindre mal? Je veux dire, à force de cette logique du vote utile, du moindre mal, tu te retrouves avec un Glucksmann à 14%. Tu te retrouves à voter pour Glucksmann. Ah ouais, le moindre mal. Donc tu te retrouves à voter pour l'OTAN. Enfin, je veux dire, la logique, y compris au moment des élections, d'arriver à regrouper tous ceux et toutes celles, je le dis souvent dans les marchés lorsqu'on discute avec des gens, évidemment, si tu penses que le patronat, c'est normal, si tu penses qu'aujourd'hui, face à l'urgence climatique, tu vas pouvoir enrayer le désastre climatique qui se met en place par une pétition, par le geste individuel, sans t'attaquer au pouvoir de propriété du patronat, sans être capable d'exproprier ceux et celles qui produisent le plus de désastres en termes de réchauffement climatique, qui sont des BNP, des crédits agricoles, des sociétés générales. On ne parle pas de l'épicerie du coin. Si en gros tu es contre les violences policières, mais tu exiges et tu demandes la présence d'une police de proximité, alors qu'on le sait tous ici, la police dans nos grèves, la police dans nos manifestations, la police dans nos occupations, la police dans nos problèmes financiers. Parce que souvent, ils sont accompagnés, quand l'huissier vient te demander les traites, il est accompagné souvent d'un policier. Tu vois jamais de bavure sur un patron. Des gardes à vue de Sarkozy, où il dit « Ah, je dois partir. » T'imagines Luigi pendant sa garde « Je dois partir, j'ai quelqu'un qui m'attend chez moi. » C'est véridique, Sarko, il a fait ça. Ou bien la perquise d'un camarade de la Poste, chez lui, il dit « Oh, j'ai oublié mes clés. On ne peut pas ouvrir, comme avait fait Benalla. » Et ils sont revenus 48 heures plus tard. Il y a un contenu de classe, évidemment, dans cette police, qui défend les intérêts de cette minorité de capitalistes et de bourgeois. Aujourd'hui, en réalité, si tu considères qu'en fait, tu peux en finir avec les violences policières, avec le dérèglement climatique, avec l'exploitation, avec les guerres, sans t'attaquer au pouvoir de direction du patronat, sans t'attaquer à l'exploitation, tu as raison de voter pour une gauche qui te dit « Vote pour moi, tu vas t'économiser des kilomètres de manifestations et des jours de grève, et on va régler par une majorité parlementaire le problème du capitalisme, des oppressions, de l'exploitation. » Mais si tu es convaincu que tout ce qu'a obtenu notre classe, notre camp, les travailleurs, les travailleuses, les peuples, c'est au travers de leur organisation, de leur unité, de leur lutte, de leur combat déterminé à poser un autre pouvoir, celui de ceux et celles qui font tout tourner et qui doivent donc pouvoir décider. Il faut regrouper les forces. Parce que l'urgence, quand on parle d'urgence, révolution, c'est pas pour dire qu'en fait la révolution c'est demain. C'est qu'il y aurait bien besoin qu'il y ait une révolution demain, qu'il y ait des ruptures révolutionnaires. Que ce que pose la question de qui décide dès évidemment demain. Mais ça veut dire de se donner les moyens d'organisation, de regroupement, de rapport de force. Même pour organiser une grève, un piquet sur une école, sur plusieurs écoles, les coordonner, plusieurs secteurs, tu as besoin de t'organiser. Tu as besoin d'avoir des liens. Imagine ce que ça veut dire retirer le pouvoir d'exploiter qu'a le patronat en système capitaliste, en France et sur l'ensemble de la planète. Mais il y a eu des révolutions. Il y a eu la possibilité de faire trembler le pouvoir. Et il n'y a pas besoin de revenir à 17, qui sont des moments historiques desquels on se revendique, 36 ou 68. Mais regardez, rien que sur la séquence récente, il y a un camarade que j'adore qui me dit « Mais t'as vu les retraites, c'était encore une défaite, les retraites. C'était une vraie défaite, les retraites. » Mais ces défaites, elles nous ont appris des choses. Elles ont permis d'accumuler des expériences. Depuis 2016, la loi travail, l'occupation des places, les gilets jaunes, les mobilisations dans les quartiers populaires contre les violences policières, le blocage des transports à la RATP, on a fait pas mal ici dans le département, les grèves sur la question des retraites, aujourd'hui les mobilisations sur la Palestine. Est-ce que tout ça, ça n'a pas montré, et on se rend bien compte sur un laps de temps on est en train de parler de 8 ans,
si au lieu de faire le tourné-manège de ces luttes-là, elles convergent, elles frappent ensemble, elles posent des questions communes au même moment. Au moment des Gilets jaunes, Macron, il était à l'Élysée en train de se poser le problème de comment il évacuait les plans d'évacuation de l'Élysée. 6e puissance mondiale. La question de la grève générale, la question de la généralisation de nos grèves, la question d'un autre pouvoir, celui des travailleurs et des travailleuses, c'est une question qui est à l'ordre du jour et qu'on a vécu sur les 5, 6, 7, 8 dernières années. Comme une possibilité immédiate, évidemment non. Mais comme quelque chose sur lequel on militait pour le rendre crédible et possible, évidemment oui. Et pour ça, il faut des organisations, des militants et des militantes. Et pour nous, les élections européennes, elles servent à défendre ces idées, à les dénoncer, à s'organiser, à regrouper. Et on pense évidemment que ça fera une sacrée différence. Une sacrée différence. Si les révolutionnaires, puisque pour nous, on additionnera. Quand je fais le clin d'œil sur la fête de lutte ouvrière, c'est pas pour rien. Nous, on additionnera les voix des camarades de lutte ouvrière, comme on additionnera nos voix, comme on additionnera celles des camarades du Parti des travailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Y compris, on a proposé à ces organisations de pouvoir, même pendant les élections, faire des choses ensemble, y compris en meeting, sur la question de la guerre, notamment. Ce Macron va en guerre qui se permet de dire que ça vaudrait peut-être le coup d'envoyer des soldats en Ukraine. Oui, évidemment qu'on est pour que les troupes russes quittent l'Ukraine, mais on est aussi pour que toutes les troupes de l'OTAN quittent la région, évidemment. Parce qu'on ne va pas mettre le doigt dans aucun des impérialismes. Ces rivalités impérialistes entre les Occidentaux et la Russie, on ne va pas choisir l'un ou l'autre, on va choisir les peuples et on va clairement être indépendant de ces impérialismes, l'occidental comme celui autour de Poutine. Donc on dit ça fera une différence. Là, il y a une occasion. C'est la dernière intervention qu'on fait ici à Gennevilliers. On va faire une autre réunion publique à Nanterre. On aura des camarades jeunes, on aura des camarades de l'automobile, de Stellantis qui interviendront, des camarades de la sécurité sociale. On aura des camarades comme nous sommes qui mènent ces bagarres-là. Et on veut avoir cette discussion de manière plus large sur tous les secteurs. Pas juste à partir de la question de la Palestine ou de la guerre que mène le capitalisme. On fera un repas festif, il faut venir. C'est à Nanterre, c'est pas bien loin. De la même manière, on ira dans le sud du département, à Malakoff, où ils ferment des bureaux de poste. On parle de services publics, tout le monde a parlé ici de la question des enseignants, de la question de la santé. Gennevilliers, la ville dans laquelle on est, la boîte et la poste a supprimé plus de 50% des tournées de facteurs et factrices. C'est-à-dire que le samedi, vous avez un facteur pour 10 000 habitants aujourd'hui. Un facteur pour 10 000 habitants. Tu prends le Valois, c'est un facteur pour 2000 et quelques. Pourquoi? Les choses, elles sont simples. C'est évident. Bon. Donc évidemment qu'aujourd'hui, y compris sur ce terrain-là, et on a proposé, et on le propose à l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives, sur l'ensemble du département, ils ferment des bureaux de poste, ils suppriment un service public postal, et en priorité dans les quartiers populaires. On est disponible pour agir ensemble avec tous ceux qui veulent, mais on ne nous fera pas la leçon. C'est important que les organisations, les partis communistes, internationalistes, révolutionnaires, y compris sur le terrain des élections, ils aient une crédibilité. Parce que ça fait en sorte que tous ceux, ces dizaines de milliers de personnes qui peuvent à un moment voter, qui sont anticapitalistes, qui sont révolutionnaires, mais qui se disent « faisons le moindre mal » vis-à-vis de l'extrême droite. Combien de fois on nous a fait le coup du barrage républicain? Alors qu'en fait, il n'y a pas eu besoin du Rassemblement national au gouvernement pour mener cette politique d'extrême droite vis-à-vis des migrants, vis-à-vis du droit des sols, vis-à-vis du droit d'asile. Donc il y a un enjeu pour nous aujourd'hui, on le pose tel quel pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, on le pose aussi au niveau départemental, mais ça veut dire une responsabilité aussi qui nous incombe à chacun et chacune d'entre nous, de nous regrouper, nous donner les moyens d'agir, nous donner les moyens de militer, et vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir le faire dans un département avec des militantes et des militants du NPA qui sont de toutes les luttes, de toutes les bagarres, de tous les âges, et c'est l'occasion de le faire ensemble avec force, parce que évidemment il n'y a pas d'autre solution et pas d'autre avenir que celui d'une société débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Et comme l'a dit Coppelia, pour nous c'est le communisme, mais le communisme pas à la mode municipale, le communisme pour défendre jusqu'au bout les intérêts du prolétariat.